Le 12 mai 1939 paraissait dans le toujours excellent « Je suis partout » la critique de François Vineuil du film américain « Les Hauts de Hurlevent », Wuthering Heights, texte intégral. Monsieur James Roosevelt, fils du président et riche associé de la grosse finance juive d'Hollywood, a bien voulu nous apporter entre deux paquebots les bobines toutes neuves de Wuthering Heights, la dernière production de son ami Monsieur Samuel Goldwyn. Paris peut ainsi voir en même temps que l'Angleterre et l'Amérique ce film que beaucoup de spectateurs attendaient avec impatience. C'est juste. Hormis les pays de langue anglaise, nulle part la gloire d'Émilie Brontë n'a été mieux servie qu'en France. Il faudra toujours rappeler à son propos le rôle de M. Frédéric Delbecq, colonel d'artillerie, historien de l'affaire Dreyfus, qui s'éprit du chef-d'œuvre de l'extraordinaire jeune fille, en a fait la traduction, le modèle sans doute de toute traduction, et sut trouver le titre admirablement évocateur qui brille aujourd'hui sur les Champs-Élysées, Les Hauts de Hurlevent. Le film des Hauts de Hurlevent est un beau spectacle. Le metteur en scène, M. William Wyler, a derrière lui deux films, Rue sans issue, L'Insoumise, le premier du ton le plus désagréable, mais qui ont imposé son habileté. On a trouvé pour le rôle capital d'Heathcliff un interprète superbe, qui est au moins physiquement le portrait du personnage tel que nous l'avons toujours imaginé. Cet inconnu, qui se nomme Laurence Olivier, comme on a bien fait de ne pas céder à la tyrannie de la vedette illustre, sait être profond et passionné, sans aucun effet extérieur. Merle Oberon, trop bichonnée, est une beauté un peu froide et même un peu dure pour le rôle de Catherine. Mais lorsque ses coiffeurs, ses maquilleurs daignent lui laisser un peu de naturel, elle s'anime et sait être émouvante. Une des plus célèbres comédiennes anglaises, Madame Flora Robson, n'a pas daigné de figurer un personnage effacé comme celui de la servante Hélène. Pour le premier épisode, où les héros ont 12 ans, on a découvert 3 enfants d'un merveilleux naturel. Les paysages, quoiqu'un peu rapidement esquissés, sont bien ceux que nous avons toujours imaginés et qu'Émilie Brontë aurait reconnus pour cadre de sa tragédie. Les landes désolées, les rocs sauvages et étranges de ce coin du comté d'York, où les Hauts de Hurlevent furent rêvés, écrits et aux 3/4 vécus. Elle aurait reconnu aussi les décors. Cette fille à qui sa distinction innée permettait de se tirer d'affaire élégamment, malgré sa pauvre robe de lainage, dans un grand gala de l'Opéra de Londres, eût certainement loué le goût, combien plus rare en Amérique que les dollars, dépensés d'un bout à l'autre du film. C'est surtout un beau spectacle lorsqu'on n'a pas rouvert le livre depuis assez longtemps et que ses traits ont un peu fondu dans la mémoire. Mais à mesure qu'on le relit, les images du cinéma qui se défont, s'estompent, perdent leur sens et leur vertu. À la dernière ligne, il n'en reste plus rien. On ne peut faire aucun reproche précis aux auteurs. On sait très bien qu'au cinéma, l'adaptation servile des chefs-d'œuvre de la littérature entraîne presque fatalement un échec. Pour être rigoureusement fidèle, il aurait fallu représenter les personnages des Hauts de Hurlevent dans des habits de la fin du XVIIIe siècle, puisque les chapitres essentiels de l'action se déroulent entre 1775 et 1784 et que tout est terminé en 1802. Mais la plupart des lecteurs oublient ces dates. Dans leurs souvenirs, j'en ai interrogé plusieurs ces jours-ci, le livre est indissolublement lié à la biographie, à peine moins saisissante, d'Émilie Brontë, à l'époque où elle l'écrivit en 1847. Les costumes romantiques dont le cinéma habille les héros répondent parfaitement aux couleurs du récit. Je crois même qu'une autre mode eût désorienté une partie du public. On sait que le cinéma a besoin d'unité dramatique, qu'il ne peut guère développer plus d'une situation. Les scénaristes des Hauts de Hurlevent ont tracé une ligne au milieu du livre touffu, biffé tout ce qui s'en écartait un peu. C'était le meilleur parti à prendre et ils l'ont suivi intelligemment. Rien de plus insupportable que les films qui essayent de tout dire, mettre un tableau, ne fût-ce que de 2 secondes, sur chaque paragraphe. Le cinéma ressemble alors à une interminable séance de lanternes magiques.
Le grand talent de M. Jean Renoir lui-même y échoua dans son ennuyeuse Madame Bovary. Les Américains ont donc éliminé pour les Hauts de Hurlevent la moitié des membres de la famille Earnshaw. Ils ont réuni en un seul personnage Isabelle, la femme d'Heathcliff, et la seconde Catherine, celle qui finit par épouser son cousin, autre figure écartée, et conjurer le destin qui écrasait la maison. Rien de cela n'est maladroit. Plusieurs épisodes, la mort de Catherine, celle d'Heathcliff, sont si retouchés qu'ils appartiennent presque entièrement aux auteurs d'Hollywood. Mais ils demeurent aussi fidèles que possible à l'esprit, au ton du roman. Nous assistons à une belle et sombre histoire d'amour d'un accent lyrique qui nous emporte fort au-dessus des coquuages, des fleurettes et des faits divers ensanglantés qui sont l'ordinaire du cinéma. Le génie d'Émilie Brontë a inspiré cette histoire. Elle lui doit son souffle. Cela est fort bien. On ne voit pas ce qui pourrait interdire au cinéma de se renouveler et s'ennoblir au contact des grandes œuvres. Mais on aimerait que le plagiat fût franchement admis, que le cinéma ne se crût plus tenu, par un dernier respect, à couvrir ses productions par des titres illustres. Nous préférerions de très loin un film qui se nomma « Un grand amour »,« L'amour et la mort », et dont on se dit « Tiens, ces messieurs de Hollywood ont lu Les Hauts de Hurlevent. Voilà une bonne idée. » Le seul défaut du film, mais très grave, c'est qu'il se nomme Les Hauts de Hurlevent. Dès lors, il est écrasé par le livre farouche, le plus puissant de toute la littérature féminine. La triste aventure de Heathcliff et de Catherine apparaît linéaire et toute menue auprès de la vie grouillante du roman. Les caractères sont pitoyablement rapetissés. On applaudissait les auteurs de ne pas avoir fait de concession à l'optimisme habituel du cinéma. Maintenant, le Heathcliff de l'écran nous semble insignifiant. Un fougueux, un inconsolable amoureux, soit. Mais Émilie Brontë avait mis dans son cœur la passion de la vengeance, tout autant que celle de l'amour. Heathcliff, l'enfant trouvé, l'étranger basané, tombé dans un presbytère du Yorkshire, humilié, blessé dans le seul amour de sa vie, torturé, dégradé, anéanti un par un les membres de toute une famille, jusqu'aux plus innocents. C'est le vrai drame des Hauts de Hurlevent. Heathcliff est une sorte de démon qui n'a plus guère d'humain que ses propres souffrances et qui suscite autour de lui d'autres monstres. Cependant, la jeunesse et l'espoir éclosent et revivent avec ténacité autour de lui. Une poésie grandiose, véhémente ou ingénue illumine ce récit écrit hors de toute morale, de toute convention sociale. Pour créer cet univers, il a suffi d'une jeune fille au fond d'une province désolée, confiant son génie au cahier de l'épicier du village. Le cinéma, avec ses millions de dollars, paraît auprès d'elle infime et balbutiant. Son vrai domaine n'est pas là, dans le sillon de la littérature. Aucune de ses grandes œuvres ne porte un nom illustré par un livre. Les Hauts de Hurlevent, malgré tous leurs mérites, ne feront pas exception.